Des maisons closes autogérées, vous pensiez que c'était une idée de la gauche? Eh bien raté, ça vient même de l'extrême droite et forcément, ça pue le rance. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le jeudi 11 décembre et un débat inattendu a ressurgi en France, le retour des maisons closes, mais attention, sous forme de coopérative. Et le plus surprenant, c'est que l'idée nous vient du RN et plus précisément du député de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, avec notamment le soutien de Marine Le Pen. Alors il y a de quoi tomber de sa chaise, on pourrait presque penser naïvement que l'extrême droite se préoccupe soudainement du sort et de la sécurité des travailleuses et travailleurs du sexe. Évidemment, il n'en est rien. Le RN fait ce qu'il fait toujours, ripolliner sa façade tout en déroulant son agenda fasciste et xénophobe en arrière-boutique. Alors en France, les maisons closes sont interdites depuis la loi Marthe-Richard, adoptée en 1946. Mais le RN veut relancer le débat en créant des espaces d'un nouveau genre où, je cite, les prostituées seraient impératrices en leur royaume. Jean-Philippe Tanguy travaillerait même à une proposition de loi allant en ce sens, estimant que la pénalisation des clients avec la loi de 2016 a aggravé la situation des TDS. On va fêter les 10 ans de la pénalisation des clients. Alors, ça partit d'un bon sentiment, c'est-à-dire qu'effectivement, on s'est dit, tiens, on va abolir la prostitution en pénalisant les clients. Ça n'a pas marché. Et je pense qu'elle serait, en tout cas, la moins pire des solutions, parce que je ne prétends pas que c'est une baguette magique, évidemment, mais la moins pire des solutions, c'est de leur offrir cette possibilité d'être dans des lieux sécurisés, avec de la prévention, évidemment, et puis un petit pécule par les parts sociales de cette coopérative, pour que quand elles veulent changer de vie, parce que c'est évidemment de leur ressort, de leur liberté, eh bien, elles puissent le faire. Alors, en plissant les yeux très très fort, on pourrait presque y voir une proposition de gauche, et encore de gauche radicale, vu qu'une bonne partie du reste de la gauche reste engluée dans un abolitionnisme paresseux qui lui tient lieu de réflexion. Enfin bref, passons là-dessus, on y reviendra. On pourrait donc, l'espace d'une seconde, se laisser berner par l'idée de créer des lieux d'exercice légaux pour les travailleuses et travailleurs du sexe affranchis d'un ou une proxénète, le tout sous une étiquette de coopérative. Et tout ceci, bien évidemment, n'est que de la poudre aux yeux. Rob Grams, journaliste pour Frustration, l'a très bien décrit dans un article. Il évoque la nostalgie d'une vieille France perdue imaginaire qui ne correspond d'ailleurs pas aux évolutions réelles du travail du sexe. Pour lui, ce que le RN défend, c'est surtout le confort d'une clientèle masculine et à la limite le développement d'un nouveau marché. En effet, les attentes et revendications des principales concernées sont complètement éludées par le Rassemblement national. Ces dernières réclament évidemment de vraies mesures, notamment la décriminalisation du travail sexuel et un cadre légal adapté à leur activité qui leur permet d'exercer en toute sécurité et évidemment de faire valoir leurs droits. Il ne s'agit pas là de décriminaliser la traite ou l'esclavage, mais on peut par exemple citer le droit d'ouvrir un compte bancaire professionnel, d'accéder aux soins ou encore d'être protégé juridiquement. À l'heure actuelle, en France, la définition du proxénétisme fait qu'on ne peut même pas louer un appartement sans que le propriétaire ne soit considéré comme un proxénète, explique dans un entretien à Libération Thierry Schaffhauser, militant écologiste et membre du STRAS, le syndicat du travail sexuel en France. Ça veut dire que si on est agressé par un client, on ne peut pas appeler à l'aide parce que si la police débarque, le lendemain, on se retrouve à la rue. Ce matin, dans le journal des luttes, nous avons reçu Johar, porte-parole du STRAS. Le syndicat a décrit un effet d'annonce de la part du RN qui voudrait se faire bien voir auprès d'un nouvel électorat. Depuis plusieurs années qu'on défend le fait de pouvoir travailler librement, de pouvoir surtout s'organiser en fait entre nous et se monter en collectif, en coopérative. Donc il ne s'agit pas du tout dans l'absolu de créer des maisons closes dans l'idéal un peu du début du siècle, cher au fantasme de M. Tanguy, mais bien nous, ce qu'on réclame, c'est la possibilité de faire sauter le verrou de la loi de proxénétisme de 2004. Aujourd'hui, les travailleurs du sexe peuvent se déclarer en auto-entreprise. Il existe un code NAF, donc le travail du sexe peut être déclaré et libre, sauf que la loi de proxénétisme empêche
toute association, toute personne de bénéficier de l'argent du travail du sexe. Donc, ce qui empêche le travail du sexe de pouvoir employer des prestataires, de pouvoir s'unir, s'associer, louer des locaux, etc. Donc, en fait, ce qu'on demande, c'est pas des maisons closes en coopérative, ce qui ne veut absolument rien dire, mais bien ce travail de fond pour faire évoluer la loi, pour que les TDS aient accès aux droits communs. Donc ça, c'est un débat que nous, on demande depuis des années. On tente un lobbying, mais malheureusement sans écoute. Je vous cache pas qu'on est très surpris et très désagréablement surpris de voir le racisme national reprendre en permanence certaines de nos revendications pour essayer de se donner, je sais pas, de se faire bien voir auprès d'un électorat un peu libertin. Si avec sa proposition sur les maisons closes en coopérative, le RN veut élargir sa base électorale, il se pourrait bien qu'il se mette également au passage à dos la frange catho-tradi qui a trouvé refuge en ses rangs. Il y a fort d'ailleurs à parier que cette dernière crisse des dents en écoutant Jean-Philippe Tanguy et consorts évoquer le sort des TDS. Par ailleurs, comme l'a justement évoqué Johar, derrière cette proposition aux allures faussement progressistes se cachent les obsessions habituelles du Rassemblement national. C'est là toute l'hypocrisie et ce n'est pas nouveau. Déjà en 2013, lorsque François Hollande et sa majorité font adopter la pénalisation des clients, Marine Le Pen dénonce une idée stupide qui mettrait, selon elle, les prostituées en surcroît de danger. Pour elle, la solution était toute trouvée, compte tenu du fait qu'en France, plus de 90% des personnes en situation de travail du sexe sont étrangères. Il faudrait donc, je cite Marine Le Pen, renvoyer ces jeunes filles dans leur pays d'origine et mener une lutte à mort contre les réseaux mafieux étrangers. D'ailleurs, interrogé par le média Vaquita, Thomas Ménager, député RN, confirme cette orientation en 2025. Je ne dis pas le contraire. Pour vous, ça concernerait toutes les prostituées, parce qu'on sait que 90% des prostituées sont des étrangères ou des sans-papiers. Est-ce que ces maisons closes seraient ouvertes aussi aux prostituées sans-papiers ? Les personnes qui sont sans-papiers ou étrangers en situation irrégulière n'ont rien à faire sur le sol. Du coup, ces maisons closes concerneraient que 10% des prostituées aujourd'hui, du coup. Oui. Oui, ces personnes-là ne seront plus en France quand il y aura le Rassemblement national. Ah, et voilà qui est soudainement bien plus clair. Sous couvert de sécuriser les travailleuses et travailleurs du sexe, le RN met en fait en situation d'extrême précarité et de danger la grande majorité d'entre elles et eux. On les reconnaît tout de suite bien mieux. À écouter Jean-Philippe Tanguy du RN, sa proposition sur les maisons closes coopératives est néanmoins vouée à l'échec. Il présume déjà qu'à l'Assemblée, personne ne le soutiendra à part Marine Le Pen. C'est du moins ce que rapporte Le Monde. Le quotidien anticipe que Jean-Philippe Tanguy pourrait trouver un autre soutien en la personne de Philippe Juvin, député LR et rapporteur général du budget. Lui aussi, c'est un réglementariste. En 2024, l'élu des Hauts-de-Seine avait même pondu une proposition de loi visant à sécuriser les droits des personnes qui se prostituent pour garantir un exercice plus sûr, je le cite. Le texte avait récolté 9 signatures, 3 chez LR, 3 au RN, avant de finir illico dans les poubelles de l'Assemblée. Mais Juvin jure qu'il le ressortira dès que le budget sera passé. Alors, lui non plus ne croit pas à l'abolitionnisme, comme si on pouvait abolir le plus vieux métier du monde, aime-t-il à penser. Libéral pur jus, il défend le droit de se prostituer au nom de la sacro-sainte liberté d'entreprendre, une position que partage le très médiatisé Louis Sarkozy. En septembre dernier, le rejeton avait rebondi sur la proposition d'une élue Horizon du 16e arrondissement qui plaidait, elle aussi, pour la réouverture des maisons closes au titre que la France serait en retard sur la question par rapport à ses voisins européens. Écoutez-le. Cette industrie existe, que nous le voulions ou non. Ne vaut-il pas mieux l'encadrer, s'assurer de sa propreté et de son hygiène ? Ne vaut-il pas mieux détruire ces réseaux criminels, garantir la dignité et la protection de celles et ceux qui y travaillent ? Et puis, si nous n'arrivons pas à convaincre la bureaucratie française, il suffit de lui rappeler qu'elle y trouvera, grâce aux maisons closes, de nouveaux impôts à collecter. Ah, rien ne fait frétiller l'État comme la perspective de nouvelles taxes. Philosophiquement, politiquement, moralement, fiscalement, la réouverture des maisons closes est une évidence. La position du petit Sarkozy n'est rien d'autre qu'une position libérale et hygiéniste, relativement classique au sein de la droite conservatrice, qui, sous couvert de pragmatisme, ne voit le travail du sexe qu'à travers 2 prismes, celui du marché et du carrelage bien propre. À ce sujet, Thierry Schaffhauser du Stras alerte. Derrière, outre la question de l'exploitation, il y a l'idée historiquement d'un contrôle sanitaire et d'une
une forme de contrôle sexiste aussi. Il n'y a pas de secret médical, c'est l'employeur qui a accès aux données sanitaires et évidemment, c'est toujours pensé pour les clients qui, eux, ne sont jamais dépistés. À gauche, la position du RN a été largement décriée. Le Parti communiste a dénoncé une vision réactionnaire qui réduit les femmes à des corps à vendre et rejeté le principe des maisons closes qui ne protègent pas mais servent des clients et des proxénètes. Le député socialiste Jérôme Guedj a également pointé sur Sud Radio une forme de populisme sexuel visant à flatter quelques bas instincts et à caresser la nostalgie que certains auraient de ce qui reste un système de domination sur les femmes. Certains se revendiquent clairement et ouvertement une position abolitionniste. C'est le cas de Marie-Lise Léon de la CFDT. Pour la CFDT, nous sommes abolitionnistes. Donc, la prostitution, ça n'est ni du travail, ni du sexe. Mais vous êtes abolitionniste, mais est-ce qu'on peut interdire la prostitution ? Certains disent on ne peut pas l'interdire, alors il vaut mieux l'encadrer. Non, pour les protéger, non ? En termes de respect des droits des femmes et du corps des femmes, ça n'est pas un projet de travail et que le RN ne parle du travail et du travail des femmes qu'en ces termes, je trouve que c'est assez révélateur de leur image de la femme dans la société. Alors selon la syndicaliste, il faudrait donc purement et simplement abolir le travail du sexe en France. Ce serait ça le féminisme en 2025, permettez-moi d'en douter. Je vous propose d'écouter à nouveau Johar, notre invitée dans le Journal des luttes, travailleuse du sexe elle-même et porte-parole du STRAS. Aujourd'hui, les politiques abolitionnistes qui sont particulièrement soutenues par une frange de la gauche féministe et de la gauche social-démocrate, on va dire, et même de l'extrême gauche, des mouvements de lutte où on a toujours à croire que derrière chaque femme, chaque TDS, il y a un proxénète. C'est un peu comme je trouve ce parallèle entre derrière chaque femme voilée, il y a forcément un taliban. C'est un peu la même logique en fait. Et du coup, on nous retire notre possibilité de disposer de notre corps. On nie notre existence et notre réalité. On a beau dire que 95% des personnes qui travaillent dans l'industrie du sexe le font de manière libre, autonome et totalement consentie. Donc la traite et l'exploitation considèrent une toute petite minorité sur l'ensemble du travail du sexe. Et pendant qu'on s'acharne sur les personnes libres, on s'acharne pas vraiment sur les réelles victimes de traite, sur les vrais problèmes avec les mineurs. Et du coup, la gauche soutient ces politiques-là, refuse de discuter. Donc elle se retrouve à soutenir un gouvernement qui rend des logiques abolitionnistes. On a vu encore Aurore Berger tous les ans nous sortir un nouveau plan de lutte contre la prostitution. On a vu ce qui s'est passé il y a 2 ans, il y a 1 an et demi au niveau des JO. On a parlé ensemble aussi au mois de juin sur les 50 ans de Saint-Nizier. On voit très bien que ce gouvernement refuse le dialogue et est soutenu par la gauche. Et la gauche se retrouve instrumentalisée finalement par ces politiques, parce que les politiques abolitionnistes, au-delà de contraindre la vie des femmes et des TDS indépendantes, justifient la répression contre les personnes migrantes et renforcent un peu plus la chasse aux étrangères. Donc en fait, la gauche, au nom d'une soi-disant protection des femmes, qui est totalement fausse, se retrouve à être l'allié des politiques racistes et antimigratoires de l'Europe et de la France particulièrement. Et je vous invite à retrouver l'intégralité de cet entretien, très éclairant, sur notre chaîne YouTube, le Média 24/7. Thierry Schaffhauser, également au STRAS, on l'a dit, abonde dans le sens de sa collègue. Je cite toujours pour Libération, « Nous, on a appelé à voter pour le nouveau Front populaire aux dernières législatives dans une perspective de vote antifasciste et depuis, la gauche nous a complètement ignorés. La gauche n'est pas capable de se saisir de ce sujet parce qu'elle est complètement embarrassée. Le RN, eux, ils s'en foutent. Leur but, c'est la dédiabolisation et ils le font sur les questions de genre et de sexualité pour montrer que maintenant, ils ne sont plus méchants. Alors au final, les travailleuses et travailleurs du sexe se trouvent pris en étau entre 2 feux. D'un côté, le RN qui instrumentalise leur travail sous couvert de protection et d'hygiène pour servir son image et ses ambitions politiques. De l'autre, une gauche qui les ignore ou les enferme dans un abolitionnisme déconnecté de la réalité. Entre façade médiatique et idéologie, ce sont elles et eux qui paient le prix fort, toujours au détriment de leurs droits et d'une sécurité véritable. Alors il serait temps de se réveiller et d'en finir avec les pudibonderies.
Et avant de passer à l'actu du jour, le média a un message pour vous. Depuis plus de 8 ans, nous tenons bon dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, plus de 25 travailleurs et travailleuses écrivent, enquêtent, filment, montent. Chaque jour, il et elle mènent la bataille de l'info. Mais pour tenir, nous avons besoin de vous. Notre antenne, notre histoire, c'est vous qui la faites vivre. Alors aidez-nous à continuer à vous informer, à créer un paysage audiovisuel plus juste, plus social et plus solidaire. Abonnez-vous ou faites un don défiscalisé aux médias sur notre site internet. Grâce à vous, le combat peut continuer. Et c'est au tour du PS d'avoir sa niche parlementaire. Ce moment exceptionnel de l'année permet à un groupe politique de faire examiner les propositions de loi qu'il a lui-même choisies. Au menu de cette journée pour le Parti socialiste, droits des enfants, des mineurs isolés, lutte contre le sans-abrisme, contre le réchauffement climatique. Les députés discuteront aussi d'une proposition de loi visant à protéger la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs. Sera également examinée une proposition de loi très attendue par les locataires, celle sur l'encadrement des loyers, un dispositif mis en place à partir de 2018 dans 72 collectivités. Le texte des socialistes prévoit de permettre à toutes les communes dites en zone tendue et celles qui se situent dans la même intercommunalité de mettre en place l'encadrement des loyers. Il vise aussi à encadrer les compléments de loyer pour mettre fin aux abus. Leur montant serait plafonné à 20% du loyer maximal et les surfaces annexes, caves, balcons, mezzanines seraient évidemment strictement encadrées. Le dispositif durcit également les sanctions. Les amendes maximales pour les propriétaires contrevenants seraient doublées et les locataires disposeraient d'un délai plus long pour contester un complément de loyer. Selon une étude de l'atelier parisien d'urbanisme, l'APUR, les loyers parisiens entre juillet 2023 et juin 2024 seraient en moyenne 8,2% plus bas grâce à l'encadrement. Concrètement, les locataires auraient économisé presque 1 700 € sur l'année. Une censure pure et simple dans une lettre ouverte à l'ensemble de la rédaction et à son directeur en particulier, le service information générale du journal Le Parisien, dans sa totalité, a choisi de monter au créneau et ne mâche pas ses mots. Motif de son indignation, l'annulation in extremis d'un entretien avec le procureur national financier, le PNF, Jean-François Bonnert, comme le raconte l'Humanité. L'interview devait revenir sur son bilan depuis 2019, marqué par plusieurs dossiers sensibles visant des figures politiques majeures, parmi elles Anne Hidalgo, mise en cause pour son voyage à Tahiti, Emmanuel Macron, au cœur de l'affaire McKinsey, Rachida Dati, visée par des soupçons de corruption, ou encore l'inénarrable Nicolas Sarkozy, impliqué dans le dossier de financement libyen. Auprès de La Lettre, le directeur de la rédaction du Parisien, journal dont Bernard Arnault est le propriétaire, il conteste cette lecture des faits, lui invoque un manque d'intérêt pour le sujet compte tenu de son caractère non exclusif, le journal Le Monde et la radio France Info ayant déjà obtenu auparavant une interview du patron du PNF. Et c'est un choc pour les salariés. La justice a prononcé ce jeudi 11 décembre la liquidation du groupe centenaire d'électroménager Brandt, entraînant la suppression d'environ 700 emplois. Ce fleuron industriel français, dernier fabricant de gros électroménagers, était en grande difficulté depuis son placement en redressement judiciaire début octobre. Les juges n'ont pas retenu le seul dossier socialement porteur d'espoir pour le groupe d'électroménager. Parmi les offres présentées, le projet de société coopérative et participative, une SCOP, portée par les salariés, promettait de sauver 295 emplois sur les 2 sites de production. Il était surtout le seul parmi les offres à pouvoir sauver les 2 usines du groupe. Pourtant, le projet de SCOP était soutenu par les pouvoirs publics. Le gouvernement avait annoncé un soutien de l'État à hauteur de 5 millions d'euros. Après l'annonce de la liquidation, des salariés se sont réunis devant l'usine Brandt à Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Tous expriment leur déception face à cette situation. Notre service était complètement supprimé. Donc c'est une surprise sans être une surprise. Mais là, le coup de la liquidation judiciaire, là franchement,
Ça met une claque à tout le monde, quoi. À tout le monde. Au moins, on est tous sur le carreau cette fois. Voilà. Donc là, on se débarrasse de tout. Brandt, voilà. On va faire une croix dessus maintenant. Et on part à l'international pour cette dernière actualité. Le ministère américain de la Sécurité intérieure, le DHS, a annoncé mercredi 10 décembre se doter de sa propre flotte d'avions Boeing afin de mieux appliquer la politique d'expulsion massive d'immigrés voulue par Donald Trump. Selon le Washington Post, 6 Boeing 737 ont été achetés pour environ 140 millions de dollars à la société d'aviation Boeing. Sollicitée par l'AFP, elle n'a pas commenté. Le DHS affirme que cette solution permettra d'économiser près de 279 millions de dollars par rapport à l'achat d'avions neufs que Boeing ne pourra livrer avant 2030. Depuis janvier, plus de 1700 vols d'expulsion ont eu lieu d'après l'ONG Human Rights First. Des organisations internationales dénoncent de nombreuses violations des droits humains commises par l'ICE, la police de l'immigration, dans le cadre de cette politique contestée en justice et vivement critiquée par l'opposition démocrate. Le gouvernement Trump affirme que plus de 2 millions de personnes ont quitté les États-Unis depuis janvier, dont 400 000 ont été expulsés. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas que l'indépendance a un coût. Alors si vous avez envie de nous donner un précieux coup de pouce en cette fin d'année, n'hésitez pas à vous abonner aux médias ou à faire un don défiscalisable sur notre site internet. Vous pouvez aussi évidemment parler de nous autour de vous et nous suivre et nous partager sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, en attendant la TNT, retrouvez-nous sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.